La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Vendredi 3 janvier 2014, lecture de presse. Reflet nous met en titre résultat des scrutins, les litiges électoraux persistent. Grand titre ici donné par le journal. L'édito, une bonne année malgré tout. Eh bien, les débuts d'année laissent généralement donc place à l'optimisme et tout ce qui va avec en termes de vœux personnels, professionnels et autres. Et c'est particulièrement le cas pour la fin de la crise. Très souhaité mais toujours pas une réalité jusqu'à présent. Ponctue ici reflet pour ce jour et la situation semble même se compliquer puisque malgré le calme apparent des derniers jours et la légèreté constatée dans les discours qu'ont tenus les uns et les autres, chacun nourrit en son fort intérieur la crainte d'une nouvelle crise politique. On s'est dit d'ailleurs par expérience que le mois de janvier reste généralement le plus propice au mouvement de foule et il apparaît l'une des raisons de ces appréhensions est que les positions se sont considérablement durcies, rien qu'à voir aussi le nombre de plaintes déposées auprès de la CES et autant pour la présidentielle que pour les législatives, on s'accuse de fraude massive. Et si les politiques constituent les premiers responsables d'éventuels nouveaux troubles, eh bien le rôle de la CES dans la prévention de pareils cas de figure n'est nullement à minimiser. La Commission électorale nationale, dite indépendante de la transition, ayant fait son œuvre en bouclant donc l'organisation des scrutins présidentiels et législatifs, jusqu'à maintenant, nous dit ici Reflet, eh bien, tout reste dans le cadre des procédures légales et démocratiques normales. Le meilleur vœu à formuler en ce moment est que tous les acteurs du processus électoral restent dans cette normalité. Sinon, eh bien, c'est l'assurance d'une nouvelle crise autrement plus grave. Et vu le temps que la résolution de l'actuel continue de prendre, on en aurait encore pour plusieurs années. En attendant savoir de quoi il en retournera vainement d'ici quelques jours, il n'est pas défendu de croire à une bonne année 2014. Nous conclut ici l'éditorialiste de Reflet. Midi Madagascar, grand corps de l'État, crainte d'une guerre civile, grand titre ici fourni par le journal, le public sur le qui-vive. Voilà, c'est par contre le titre ici de la colonne de Vision de Midi Madagascar. Jour J pour la Zénith, elle arrive aujourd'hui au chapitre donc de la proclamation officielle et publique des résultats provisoires après un long travail laborieux de préparation, d'organisation, de collecte et de traitement des résultats du second tour des élections présidentielles. Et cette étape de la proclamation des résultats provisoires n'est pas vraiment nécessaire. Nous fait-on savoir à travers cette colonne de Vision de Midi Madagascar, le docteur Jean-Louis Robinson, candidat qui s'est senti lésé dans leur exploitation après avoir découvert et dénoncé l'existence des fraudes massives, a demandé de suspendre la publication de ces résultats provisoires qui, à son avis, perturbent le public. Mais il n'a pas eu gain de cause auprès de la Zénith qui détient légalement le pouvoir de proclamation des résultats provisoires. On nous fait encore savoir à travers les lignes ici de Vision de Midi Madagascar que aucun, en tout cas, ne veut lâcher la proie pour l'ombre. La population, pour sa part, est sur le qui-vive dans son aspiration à la vérité des urnes et à l'impartialité des juges. Elle attend de pied ferme alors les résultats définitifs de ces élections qui mèneront vers la sortie de crise. Et les deux candidats ont accepté de se soumettre au verdict de la CES, Cour électorale spéciale. Les résultats seront-ils acceptés par tous? Question ici posée par Vision de Midi Madagascar. Les leçons du passé enseignent que les mauvais gagnants et les mauvais perdants n'ont pas disparu de notre pays. Espérons, nous dit en conclusion Vision de Midi Madagascar, néanmoins que 2014 favorisera le changement et les comportements plus démocrates. Présidentielle, la Zénith sous haute surveillance, grand titre ici fourni par l'Express de Madagascar. À reculons par contre est le titre ici de l'éditorial de ce journal, ainsi comme l'a souligné donc le président de la transition, la constitution votée en novembre 2010 sera celle de la 4e République dont le premier président sera connu titre provisoire, oui, ce jour, et c'est sur ce document laissé en veilleuse au profit de la feuille de route qu'il prêtera serment. Voilà qui surprend dans la mesure où cette constitution issue d'une transition unilatérale n'a jamais été cautionnée par la communauté internationale devenue incontournable dans le règlement de la crise. On aura donc fait le chemin inverse de ce qui est devenu une tradition dans les annales politiques. Un président élu fait voter ou amender par voie référendaire sa entre guillemets constitution, bien sûr, est taillé sur mesure pour l'éternité de son pouvoir. Même une clause limitant son mandat va sauter quand l'échéance arrivera.
Une règle bien africaine valable aussi bien au Sénégal, RDC, au Zimbabwe, au Burkina Faso qu'à Madagascar, nous donne ici en illustration alors l'Express de Madagascar à travers cet éditorial. Mais de histoire en histoire, ainsi Ratirk avait jumelé son élection comme président à la Constitution de la République démocratique de Madagascar, rappelons-le, c'était bien le 21 décembre 1975, avec un score soviétique de 96%. Albert Zaf l'a changé en une constitution fondamentalement anti-Ratirk lorsqu'il avait été élu en 1993, et puis Ratirk l'a modifié par référendum, c'était en 98 quand il est revenu au pouvoir, et Marc Ravalman n'a pas dérogé à la règle en procédant de la même manière lors de son second mandat, c'était en 2007. Et cette fois, nous dit l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, l'exception va donc confirmer la règle, avec un président élu qui n'aura pas le choix de sa constitution. Et oui, cela doit se satisfaire. Le candidat Jean-Louis Robinson, qui s'est fait un plaisir de comparer les dirigeants de la transition au Procambius, une variété de crabes qui marche à reculons, nous dit-on ici, en soulignant dans son discours à la nation, cette disposition est bien Radziwiłł semble écarter définitivement l'éventualité d'une victoire du candidat de Ravalman. On voit mal Jean-Louis Robinson fonctionner avec la constitution conçue par la transition s'il était élu. Et c'est un détail qui a son importance, mais le problème qu'il faudra résoudre dans l'urgence, quel que soit le président, sera le devoir mettre fin à cette anarchie constitutionnelle généralisée. Eh bien, on se demande comment le futur président pourra gérer cette situation avec la constitution de la 4e République dont la devise est liberté, amour, progrès. Les textes importent peu. Il faut surtout une volonté, une poigne pour redresser la situation, redonner à la population confiance en l'État, rétablir à ce dernier son autorité et son sens. Preuve en étant donnée, à Sainte-Marie où hier, excédée par les délestages partiaux et incessants, la population a siégé la Jirama comme l'a fait la population d'Ambin il y a quelques jours. La justice populaire et l'attaque de commissariats et de brigades de gendarmerie sont l'illustration de l'anarchie constitutionnelle, nous illustre encore ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, mais aussi de la défaillance et de la démission de l'État face aux problèmes de la population. Les promesses faites par le futur président durant la campagne fera immédiatement tester au révélateur. La corruption qui mine la justice et les forces de l'ordre ne seront pas résolues du jour au lendemain, de même que l'incapacité de la Jirama à respecter ses abonnés. Un simple retour à l'ordre constitutionnel à travers une élection parfaite, impeccable, ne rétablira pas d'un coup de baguette magique la puissance de l'État éclaboussée par trop de populisme et de laxisme depuis 4 ans, nous ponctue ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Et enfin, dans sa conclusion, on n'y va pas moins aussi, la gangrène semble arriver au stade final et dans un tel état, l'amputation est inévitable du membre et non pas de voix. N'est-ce pas, docteur? Voilà la question posée ici par l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Présidentielle des résultats provisoires. Sans surprise, grand titre ici fourni par la Gazette de la Grande Île, mais de gros chantiers attendent le nouveau président. C'est le titre ici de l'éditorial de la Gazette de la Grande Île. Eh bien, les pendules devront être mises à l'heure. Le pays devra faire face donc à la vérité des prix, dont celle de l'énergie qui risque de faire beaucoup de dégâts au sein de la population. Ainsi croit-on la hausse des prix des carburants, à moins bien sûr que l'ancien ministre des Finances devenu président de la République trouve de nouvelles mesures tendant à maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel. Et certes, admet encore ici la Gazette de la Grande Île, on bénéficie d'une conjoncture favorable avec la tendance baissière des cours du brut sur le marché international, mais l'administration des prix pendant une longue période devra nécessairement conduire à des ajustements. Et pour cela, eh bien, le contrôle strict de la structure des prix de carburant devra être suivi par les pouvoirs publics en vue d'une imposition juste des compagnies pétrolières dont la garantie d'un bénéfice minimum consenti par l'État lors de la privatisation du secteur devra être dénoncée si cela ne l'est encore. L'Office malgache des hydrocarbures devra jouer alors pleinement son rôle avec obligatoirement le remplacement des dirigeants qui sont apparemment amorphes, insiste ici la Gazette de la Grande Île, avec un volume de consommation toujours ici donc en illustration par rapport à ce produit, de consommation moindre par rapport à Maurice, le pays peut par ailleurs reprendre l'exemple de ce pays qui procède par appel d'offres ses importations afin de bénéficier d'une stabilité des prix et l'assurance de la régularité des approvisionnements. Et cela permet alors de maîtriser, un tant soit peu bien entendu, les coûts et les distributeurs ne peuvent en aucun cas refuser cette opération sous le prétexte des spécificités de la marque, car depuis quelques années, elle regroupe leur importation.
En tout cas, avance encore ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, la subvention peut continuer. Le FMI et la Banque mondiale avec lesquels le pays Madagascar doit renouer ses relations ne sont pas du tout contre. En 2000, d'ailleurs, la Banque mondiale avait même alloué un crédit pour atténuer les impacts de la hausse des cours sur le marché international sur les prix à la pompe. Et cette question essentielle des carburants libérera le nouveau président de la République d'un grand poids si des solutions sont trouvées. Mis à part, donc, histoire de carburant, après le cas de la Jirama, se réglera de lui-même, donc, à condition toutefois que d'une part, alors, explique ici la Gazette de la Grande Île, l'État consent à payer ses arriérés et à payer ses factures comme l'ensemble de la population et d'autre part, les différentiels des tarifs imposés par les producteurs privés d'électricité soient maîtrisés. A priori donc, ces sociétés font des super profits sans qu'ils versent en conséquence les impôts correspondant à cet enrichissement. Et puis l'autre front sur lequel le pays devra faire face se trouve au niveau social. Nous énumère ici encore l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île. Notamment donc les revendications salariales des différents corps de métier. Rien n'est acquis à ce sujet et les grèves même interminables risquent de n'aboutir à rien tant le sujet est complexe. Tout le problème vient en effet du système de rémunération au pays. Normal qu'un médecin sortant au terme de 7 ans de formation rouspète quand il gagne moins qu'un commissaire de police qui a été recruté au niveau licence pour passer 2 ans de formation. Il est anormal qu'un maîtrisard qui suit des séminaires au CEDS soit placé au plus haut échelle de la fonction publique. Il est tout simplement révoltant, nous dit encore ici la Gazette de la Grande Île, de voir les homologations faites par le ministère de la fonction publique aux sortants de l'ex-URSS et aujourd'hui aux universités poubelles qui poussent comme des champignons partout dans le pays. Il est temps, encore martèle ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, pour le pays d'établir une vraie grille salariale où tout le monde se retrouve avec comme principe la rémunération suivant la qualification. Un bac plus 7 avec un volume horaire total de 4000 heures par exemple ne doit pas avoir un salaire inférieur à un bac plus 5 de 2500 heures de formation, quelle que soit la spécificité du métier. En réalité, tout est à refaire dans ce pays, nous dit alors, ici, la Gazette de la Grande Île. Aussi, n'est-ce pas un vœu pieux d'espérer que le nouveau président de la République fasse une large ouverture pour avoir d'abord la sérénité nécessaire pour affronter l'après-crise et ensuite réunir la majorité pour le renouveau. De gros chantiers, en effet, attendent le nouveau président, comme nous le dit encore ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île. Courrier de Madagascar. Gideon afandresena ny fahantrany eto Madagascar. Toerina iatram farany izay mieritreritra anakrotana. Examen de quelques 300 requêtes. 15 jours seront-ils suffisants à la CES? Point d'interrogation. De grands titres ici fournis par la Gazette de la Grande Île. Mais parlons de l'année 2014. Perspective économique. La croissance dépendra de la stabilité politique, c'est le titre ici fourni par Courrier de Madagascar. Tout va alors dépendre de l'existence ou non d'une stabilité politique au pays durant cette année 2014 pour qu'une croissance économique soit possible. D'ailleurs, l'année dernière a été pour le commun des Malgaches une année vraiment difficile, car selon les dernières statistiques de la Banque mondiale, 92% des Malgaches vivent actuellement sous le seuil de la pauvreté et le niveau de développement humain était dérisoire, plaçant alors le pays au 143e rang mondial de l'indice de développement humain. Ainsi, la pauvreté a atteint presque la totalité de la population malgache durant ces dernières années, car la plupart des ménages sont aujourd'hui plus pauvres qu'en 1960. Référence donnée ici par Courrier de Madagascar. Et avec la croissance de la population, le nombre de pauvres est en augmentation permanente. On rappelle, il a eu en 2013 4 fois plus de pauvres qu'il y avait en 1960, année durant laquelle d'ailleurs Madagascar a retrouvé son indépendance. En effet, la faible croissance économique est vraiment insuffisante pour réduire le nombre absolu de pauvres dans le pays. Clairement, nous dit alors Courrier de Madagascar, la pauvreté perdure car les faibles gains obtenus après chaque période de croissance sont neutralisés par l'émergence d'une crise politique, notamment dans les villes, et la faible participation à la croissance des zones rurales, contraintes notamment par les faibles rendements du secteur agricole et le manque de capacité de la croissance à créer des emplois rémunérateurs. Ainsi donc, nous dit ici Courrier de Madagascar, face à cette situation, les futurs dirigeants du pays doivent prioriser le redressement de l'économie malgache en assurant une croissance durable plutôt et inclusive. Le retour de l'aide internationale aura sans doute des effets
positif. Le pays devrait pouvoir compter sur de nouveaux investisseurs étrangers pour booster la création d'emplois, pour que le pouvoir d'achat des Malgaches puisse enfin augmenter. Le journal Les Nouvelles, législative à Sainte-Marie, Yvette Silla sur les traces de son époux, grand titre ici fourni par le journal, et la légende qui accompagne ce titre, l'ancienne ministre des Affaires étrangères Yvette Silla, et non moins épouse du feu Jacques Silla, vient donc de conquérir le cœur des Saint-Mariens. C'était lors des législatives du 20 décembre 2013, et les résultats provisoires et non officieux lui donnent un avantage conséquent par rapport à ses concurrents. Elle entend d'ailleurs poursuivre les activités qu'elle a menées depuis toujours avec son mari. C'est la légende qui accompagne ici ce titre. Mais par rapport à l'éducation rétrospective, entre décadence et défi de redressement, c'est par contre ici en page 5 du journal Les Nouvelles. La crise a interrompu une décennie de progrès en matière de scolarisation, et cette conclusion a été tirée du rapport aussi de la Banque mondiale publié le 18 juin 2013 intitulé L'éducation primaire en temps de crise, et cette étude constitue la toute première analyse sur l'impact de la crise durant 4 années successives sur la scolarisation des enfants, une situation attestant la négligence de ce secteur aussi crucial auquel dépend l'avenir du pays. Et à travers cette étude, nous partage ici cet article du journal Les Nouvelles, la Banque mondiale a décidé de tirer la sonnette d'alarme. Elle a invité le pays à prendre des mesures drastiques pour inverser la tendance actuelle qui fait état d'un demi-million d'enfants non scolarisés. L'augmentation du budget alloué à ce secteur figure parmi les résolutions que le pays devrait prendre de toute urgence. Car donc, selon les enquêtes menées par l'équipe de la Banque mondiale, 26% des ménages évoquent les problèmes financiers comme étant la principale raison de l'abandon scolaire et de la non-scolarisation de leurs enfants. Mais outre le problème financier, le poids de la corruption anéantit également le secteur de l'éducation. Toujours à travers son rapport, cette fois-ci, le Transparency International a montré combien l'intensification de la lutte contre la corruption dans le secteur de l'éducation est nécessaire. Et à ce propos, nous éclaire alors ici cet article du journal Les Nouvelles, les résultats du baromètre mondial montrent que la corruption dans le secteur éducation est placé en 7e position avec un taux de 56% pour Madagascar et un taux de 41% pour la moyenne mondiale. Les bases de données du CAJAC Madagascar, parmi les principaux domaines où est signalée la corruption, l'éducation arrive en 4e position, ce qui représente quand même 9% de la totalité des signalements de cas de corruption reçus donc au niveau du centre. Recrutement frauduleux, détournement de fonds, pots de vin, etc. Ce sont entre autres donc les formes et modes de corruption pratiqués dans le secteur éducation au pays. Mais face donc à tous ces indicateurs qui virent au rouge, le ministère de tutelle a bénéficié d'un appui de ses partenaires techniques et financiers afin qu'aucune génération ne soit sacrifiée par les impacts de cette longue crise. La campagne et le plan intérimaire ont pour objectif de maintenir donc l'accès des enfants malgaches à l'éducation primaire et d'éviter tout particulièrement que le nombre d'enfants déscolarisés n'augmente. Le plan a d'ailleurs préconisé ainsi un ensemble de mesures comme la prise en charge des subventions de la plupart des enseignants communautaires des écoles primaires publiques, le PP, le développement des cantines scolaires dans les zones à risque alimentaire élevé, la mise en place d'une campagne de scolarisation et de cours mis à niveau aussi pour les enfants déscolarisés, la construction de nouvelles salles de classe, la distribution de kits scolaires à tous les EPP donc. Mais par ailleurs, la campagne nationale de scolarisation invite chacun à participer aux efforts de scolarisation des enfants et rappelle alors la nécessité d'inscrire les enfants en cours préparatoire dès l'âge de 6 ans. Le journal La Vérité, annulation de voix du fait de tierces sources de manipulation et d'une double injustice, proclamation des résultats provisoires de la CENIT, plus aucun doute sur la victoire de Erador Mapian, de grands titres ici fournis par le journal. Mais voyons un peu ce que nous dit aussi l'éditorialiste du journal La Vérité, un petit sursaut. C'est le titre ici donné. Il y a une image qui vient à l'esprit en ce qui concerne l'état actuel de la capitale. Oui, parlons de notre capitale. Celle d'une porcherie jamais nettoyée, d'une saleté, d'une odeur nauséabonde de moins en moins supportable et au centre de laquelle se trouve et brille un diamant. L'inégalité, le paradoxe dans toute leur splendeur. Déjà une introduction bien vive ici du journal La Vérité. Cette saleté ne cesse de défrayer la chronique et elle est en passe de faire l'objet d'un roman fleuve. Les informations rapportées par les organes de presse font état de statistiques et de faits qui laissent perplexes et qui aboutissent à un constat navrant.
l'impuissance et l'incompétence des pouvoirs publics à dégager de manière, sinon définitive, du moins régulière, ces ordures et autres immondices qui submergent la ville. Aucun quartier n'est épargné, excepté sans doute ceux où de hautes personnalités habitent, et c'est desservi par des rues qu'elles empruntent, sauf qu'elles ne peuvent pas échapper à d'autres endroits sales. Et dans ces cas, nous dit alors ici l'éditorialiste du journal La Vérité, elles sont protégées par les vitres fumées de leurs véhicules blindés derrière lesquels elles baissent les yeux. Gouverner, dit-on, c'est prévoir. Il est vrai également que les détenteurs du pouvoir ou d'une quelconque puissance publique semblent pas s'être préparés à l'exercice. Ils se retranchent même derrière la nouveauté de leur statut et demandent du temps. Mais il s'avère qu'au bout de quelques années, rien ne change. Et ils veulent empiler pour un nouveau mandat ou rester le plus longtemps possible à leur poste, plus pour ses grandeurs que ses misères. Et toujours à l'éditorialiste du journal La Vérité de nous dire que les images des reportages ne font pas honneur à la capitale. Comme à l'accoutumée, des raisons sont avancées pour expliquer ces situations pour le moins dérangeantes. La croissance démographique, l'exode rural, le chômage, le manque de moyens matériels, humains, financiers, entre autres, et qui contribuent à accentuer l'anarchie et l'indiscipline. Les deux mamelles qui nourrissent et caractérisent les habitants de la capitale. Et les autres villes ne sont pas en reste aussi, nous soulève encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Mais il est question ici que ce que aucun appelle la vitrine du pays. Il paraît que les efforts sont faits. Et il est annoncé à grands frais de mesures drastiques comme ces opérations qualifiées de coups de poing qui s'avèrent n'être que des coups d'éclat sans aucun effet. Une somme relativement colossale aurait été donnée à des structures, celle chargée du ramassage des ordures et celle du chargé de curage des principaux canaux d'évacuation de la plaine d'Antananarive. Sans doute, la tâche est tellement titanesque que les résultats sont quasi invisibles et palpables. Et encore, nous rajoute ici l'éditorialiste du journal La Vérité, l'effervescence des fêtes de fin d'année et celle ayant entouré le traitement des élections devraient en principe retomber de quelques crans. Mais la désolation, les ruines et les ravages de ces deux événements pourraient encore persister. Il reste à espérer un petit sursaut de la part des pouvoirs publics pour procéder au nettoyage de ces écuries d'Ogia. Encore faut-il qu'il en ait la volonté et le courage, qu'ils voient, qu'ils écoutent et qu'ils agissent. Ce qu'il est qu'une autre histoire et une autre paire de manches. N'est-il vraiment pas un sauveur pour ce pays? C'est ici la question posée par l'éditorialiste du journal La Vérité. Madagascar matin, dénonciation contre une inclination tribaliste des requêtes à odeur de soufre, grand titre ici donné. Mais parlons aussi de la politique nationale urbaine, eh bien, à finaliser cette année. C'est le titre ici donné par Madagascar matin. Eh bien, donc, d'après le rapport de l'ONU Habitat dans la capitale malgache, le droit à la propriété pour tous les citoyens est garanti et protégé par la loi. Cependant, l'accès à la terre et à la sécurité foncière est de plus en plus difficile. La ville d'Antananarive est surpeuplée et les demandes d'acquisition de terres demeurent bien que trop nombreuses pour l'offre disponible. Pour cette raison, il nous enchaîne ici Madagascar matin, les zones non constructibles sont occupées de façon spontanée et anarchique, générant des bidonvilles. En réalité, la municipalité éprouve des difficultés à faciliter l'accès à la propriété foncière sécurisée pour les raisons suivantes. Nous cite alors ici Madagascar matin. Le plan d'urbanisme directeur est inadapté, les données statistiques fiables dans le domaine foncier ne sont pas disponibles, les compétences techniques de la municipalité en matière d'octroi des terres restent limitées, aucune politique foncière explicite n'existe. Mais, malgré les actions entreprises par l'État, un type d'habitat non planifié et très souvent précaire prolifère dans les zones informelles. Il résulte alors de la conjugaison de plusieurs facteurs, comme la précarité financière des populations ou encore l'insuffisance de l'offre de logement. Ainsi, l'ONU Habitat note une inadéquation des cadres politiques et juridiques qui entravent la maîtrise de l'urbanisation en Antananarive. Alors, le phénomène de bidonvillisation touche tous les arrondissements et tous les quartiers de la communauté urbaine d'Antananarive. En 2010 déjà, les constructions illicites représentaient quand même 70% des habitats réalisés. Et selon les études effectuées par l'ENDA aussi en indien, GRET et Interred, les lotissements formés de constructions structurées, c'est-à-dire immeubles cités, constituent 5% des habitations, tandis que l'habitat résidentiel regroupant les constructions individuelles représente 30%. L'habitat traditionnel constitué de maisons anciennes réparties dans les villages environnant 25%, l'habitat précaire dans les bidonvilles est de 25%, l'habitat diffus formé de logements ruraux 12%. Eh bien, nous conclut ici cet article de Madagascar Matin, la bidonvillisation s'explique par la combinaison de différents facteurs plus ou moins interdépendants.